C'est la tendance du moment, le blog. Cette façon de véhiculer l'info sur la toile se développe de plus en plus au Mali. Rencontre avec quelques blogueurs dès le début de cette édition. Dans le dossier de la rédaction, les prédateurs qui se font passer pour des journalistes dans le monde de la presse malienne. Ce phénomène donne une mauvaise image des journalistes maliens. On en parle ce soir. Dimanche 7 août, bonsoir et bienvenue à tous. Ils utilisent l'Internet comme moyen de communication pour s'exprimer et diffuser de l'information sur différents sujets pour lesquels ils ont une expertise ou une passion. On les appelle les blogueurs. Au Mali, de 2008 à nos jours, la famille des blogueurs s'est agrandie. Ils sont maintenant des dizaines dans notre pays, voire plus. Souvent en association comme Doniblog, le phénomène se développe et contribue à une libre expression qui reste toutefois soumise aux règles en matière de presse en ligne. Nous avons rencontré quelques acteurs de ce monde, Fatmata Magiraga et Ibrahima Diallo. Passionné de nouvelles technologies de l'information et de la communication, cet étudiant en multimédia est aussi un blogueur depuis 4 ans. Acteurs incontestés de l'information du public, les blogueurs maliens participent de plus en plus à la liberté d'expression, d'autant plus que pour devenir blogueur, pas besoin de beaucoup de critères. Pour être blogueur, il faut d'abord avoir la passion d'écrire et aussi d'avoir une déontologie journalistique. La passion, mais surtout le respect de certaines règles. Car si le blogueur n'est pas forcément un journaliste, il doit obéir à certaines règles de déontologie. Et le métier de blogueur présente certains avantages pour les professionnels de la communication. Bon, au départ, j'ai commencé à être d'abord journaliste et ensuite j'ai décidé d'aller vers le blog dans la mesure où le journal ne me permettait pas de dire tout ce que je voulais. Parce que quand vous êtes journaliste, vous êtes soumis à une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Donc ce qui fait que me trouvant un peu bloqué, je suis allé vers le blogging qui me donnait plus d'ouverture, plus de latitude à dire ce que je pensais de la situation de mon pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un blogueur c'est un activiste qui bouge, qui fait bouger les choses. S'il s'agit plus de l'expression d'une passion pour certains, le blogage ou encore blogging peut s'avérer une activité lucrative pour d'autres. Quand j'ai intégré le blogging, c'est pas vraiment à but lucratif. C'est surtout une façon pour moi de vulgariser l'information, de contribuer à l'appréhension de ces nouveaux supports de médias. Et pas vraiment pour faire de l'argent. Bien sûr, le blogging permet de gagner dans la mesure où le blogueur utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un moyen très puissant de communication. Donc certains hommes politiques, surtout certaines structures de la société civile, les ONG utilisent les blogueurs pour diffuser leurs messages sur les réseaux sociaux où on peut atteindre beaucoup de jeunes. Expression d'une pluralité d'opinions, les blogs peuvent aussi être spécialisés dans certains domaines. Et on en vient à notre dossier du dimanche qui s'intéresse justement ce soir à la presse malienne. La presse malienne est envahie par des prédateurs qui se font passer pour des journalistes. Et très souvent, ces individus n'ont pas de rédaction. Ils se présentent dans les séminaires et autres activités à la quête de per diem. Un phénomène qui donne aujourd'hui une mauvaise image des journalistes maliens qui travaillent dans les normes. Cela est dû à la flexibilité des textes qui régissent le domaine des médias, mais aussi le manque de vigilance des journalistes. Les pseudo-journalistes, c'est donc ce qu'aborde le dossier de ce dimanche et il est signé Bemba Sibi et Sambou Diakité.
Dans les séminaires, ateliers et autres conférences, les journalistes qui sont conviés viennent. Il y a un autre régiment de pseudo-journalistes qui s'invitent. Ils s'invitent plus au rituel des per diem qu'à la cérémonie proprement dite, puisqu'à la fin de ces activités, comme on les appelle, il y a le petit rituel de distribution de frais de transport pour les journalistes ayant fait le déplacement. À ce jeu-là, ces soi-disant journalistes, les prédateurs pour certains confrères, sont les meilleurs. Quand ils vont, à la limite, ils regardent quel est l'organe qui n'est pas ici et puis bon, on s'inscrit à ce nom. Il est même arrivé à un niveau où vous avez les mêmes qui vont s'inscrire à 4-5 séminaires par jour. Finalement, ils n'apprennent rien. Ils se seraient fait peut-être 20 000 francs dans la journée, mais ils n'ont rien appris en temps, ils n'ont rien suivi. Et au finish, ils ne vont même pas écrire quoi que ce soit parce que ce n'était pas l'objectif de leur présence. Ils ne cherchent plus à se former, ils ne cherchent plus à se performer. Se former pour travailler sur des articles de fond et ne plus se limiter à l'information factuelle. Pas sûr, car l'appât de gains faciles attire plus les prédateurs et détourne de plus en plus certains professionnels de leur mission. Les textes qui facilitent la création d'organes de presse n'arrangent pas la situation. Les titres prolifèrent comme des mauvaises herbes dans un champ. Certains n'ont ni siège ni salarié à plus forte raison qu'une rédaction. Et même les rédactions constituées ont souvent la moitié des travailleurs qui ne sont pas salariés. Du coup, le phénomène ne peut que s'accentuer aux grandes dames des vrais professionnels de l'information. Vous verrez que de moins en moins les gens ont du respect pour les journalistes parce que tout le monde est assimilé à cela. Et deuxièmement, vous avez les écrits qui sont de moins en moins considérés parce que les gens vont dire c'est facile de les acheter. Une image qui ne colle pas à l'éthique et la déontologie de la profession qui font toute sa beauté. Pour les patrons de presse et les responsables des structures de régulation des médias, la solution est à la fois individuelle et collective. Nombre de journalistes exercent sans contrat avec leur employeur et tout. Moi, je crois que ça relève de la convention collective et depuis bientôt 30 ans, j'allais dire, parce que ça fait un quart de siècle quand même qu'on parle de convention collective, il est temps que les journalistes même s'organisent en syndicat et que les patrons de presse aussi acceptent de les rencontrer pour voir quel est le minima qu'il faut assurer à un journaliste pour qu'il ne puisse pas être toujours dans les relents de per diem pour faire un reportage et tout, pour faire son travail. Au niveau des médias, il va falloir que les professionnels, les organisations professionnelles s'attellent à l'élaboration de cette convention collective et la haute autorité de la communication va les accompagner dans ce sens. La solution, de mon point de vue, est d'abord individuelle. Quand je décide d'être journaliste, je décide d'être un bon journaliste. Et pour être un bon journaliste, ce n'est pas dans les ateliers, ce n'est pas dans les séminaires et ce n'est pas en faisant des comptes rendus qu'on évolue. Et l'autre aspect, le journalisme n'est pas le lieu où on a de l'argent facile. Donc ceux qui viennent avec cette optique ne vont pas évoluer. Et enfin, il faut évidemment que la loi soit plus coercitive de sorte que ça ne soit pas ouvert à du tout venant. Pour le moment, cette situation fait l'affaire des ONG et autres structures à la recherche de visibilité. Les per diem, qui oscillent entre 5 000 et 10 000 francs CFA par personne, apparaîtront pudiquement à la rubrique remboursement des transports dans les comptes des ONG. Et nous restons avec Bemba Sibi qui a tendu son micro à Fodié Touré, président de la HAC, Haute Autorité de la Communication. Monsieur Touré nous parle des défis de la HAC qui sont entre autres de faire l'état des lieux dans le secteur audiovisuel, j'y arrive, et de procéder à un assainissement drastique du secteur. Deux points essentiellement vont retenir notre attention. Il s'agira de faire l'état des lieux de l'espace audiovisuel au Mali. Ça voudrait dire la situation des radios et des télévisions privées au Mali. Cet état de lieu va nous permettre d'aller à un assainissement, je dis bien à un assainissement de l'espace audiovisuel. Ce qui est constant aujourd'hui. Et
qui mérite qu'on s'y attache, c'est la situation confuse des radios privées et des télévisions privées au Mali. Cette confusion mérite d'être assainie et appelle une mise en ordre. Une mise en ordre qui va impliquer la prise des mesures rigoureuses pour que l'espace audiovisuel en République du Mali puisse répondre à l'attente des populations et permettre aussi aux promoteurs de ce secteur-là d'être plus performants et d'être plus responsables dans l'exercice de leur métier. On va procéder à l'élaboration des nouveaux cadres légaux et réglementaires de l'espace audiovisuel. Et ceci prendra en compte la relecture des anciens textes, mais aussi la prise en charge des domaines dans lesquels il n'y a aucune législation. Sur un tout autre plan et parlons islam et propriété. Selon des maîtres coraniques, la propriété est un élément important de la religion musulmane. C'est dire que le cadre de vie malsain peut enfreindre à l'exécution correcte des piliers. Malheureusement, on assiste à une insalubrité chronique dans de nombreux quartiers de la capitale malgré des initiatives pour inverser la tendance. Tchemoro Konati. Parmi les préceptes de l'islam, la propriété occupe une place déterminante. Propos des érudits qui prennent appui sur le décryptage du Saint-Coran sur le sujet. Selon le Saint-Coran, Dieu est l'incarnation de la propriété et n'aime que la propriété. Celui qui respecte toutes les heures de prière est aussi propre. Cette propriété est subordonnée à l'exécution correcte des ablutions. Le but, imprimer un cachet particulier au concept. Mais malheureusement, le cadre de vie de nombreux fidèles est on ne peut plus malsain. En tout cas, pour ce qui concerne la ville de Bamako, une situation non reluisante qui, selon notre interlocuteur, réside dans le comportement de tous et de chacun. Il faut sensibilisation quoi. Parce qu'on a dîner ma famille en fait. Et puis dîner pratiquer en fait. Il faut une réelle sensibilisation puisque la notion de la religion est mal comprise chez nous. Par exemple, à Médine, la ville natale du prophète, paix et salut sur lui, a toujours été propre. Les pèlerins peuvent le témoigner. Ce qui doit servir de source d'inspiration pour les citoyens. Dans cette optique, les initiatives se multiplient dans certains quartiers. C'est le cas par exemple au quartier Sans Fil où les jeunes se regroupent et procèdent souvent à des séances de salubrité. Chez nous quand même à chaque fin de mois, les derniers dimanches de chaque fin de mois, les jeunes de ces quartiers, nous on fait la mobilisation pour assainir le quartier. Mais même cela, on a besoin de l'appui parce que souvent ça pose des problèmes de matériel. Ça pose des problèmes de matériel, sinon il y a de bonnes volontés. L'accompagnement des autorités municipales. Voilà l'une des aspirations fortes de ces jeunes pour pérenniser l'initiative au bénéfice des citoyens et d'une religion saine. Et l'actualité à l'étranger maintenant au Nigeria. Les recherches se poursuivaient encore ce dimanche dans l'état de Nasarawa pour retrouver les 2 ressortissants chinois. Ils ont été enlevés hier samedi vers 14h30 dans le village de Agada alors qu'ils se rendaient à Abuja. Au dire de Ismail Nouman, un porte-parole de la police de l'état de Nasarawa, ils ont ensuite été emmenés vers une destination inconnue. Selon les médias locaux, les 2 hommes travaillaient pour une entreprise de construction opérant dans la région. En Syrie, les troupes rebelles ont annoncé avoir brisé le siège imposé depuis le 18 juillet dernier par l'armée gouvernementale au quartier de l'Est d'Alep. Après une 7e offensive en une semaine lancée hier soir, la coalition de djihadistes et de rebelles a réussi à enfoncer les lignes de défense de l'armée syrienne et de ses alliés iraniens et du Hezbollah libanais au sud-ouest d'Alep. Ce succès intervient après 7 jours de violents combats qui ont fait 700 morts dans les 2 camps.
Au moins 20 personnes sont mortes lors de violents orages ce samedi 7 août dans la capitale macédonienne. Le gouvernement macédonien a décrété une situation d'urgence dans les quartiers de Skopje et de Tetovo, nord-ouest du pays, frappés par les intempéries. Selon les premières informations, les victimes ont péri noyées. Parmi les morts figure une petite fille de 8 ans dont le décès a été constaté à l'hôpital selon des sources hospitalières. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo. Demain, retrouvez Cheikh Fantamadi Ndiaye. Je vous souhaite une très belle soirée avec nous sur TM2. Bon début de semaine à tous.